Bonjour à tous, aujourd'hui nous nous retrouvons pour un nouvel épisode de Cyberpop pour parler de compétition de hacking. Et pour cela, nous avons le plaisir d'accueillir Luis Bautista, Regional Sales Manager chez The Greenbow, et Sarah Sellos, ingénieure au ministère des Armées. Bonjour Noémie, bonjour à toutes et à tous, bonjour Louise, Sarah. Nous Bonjour. sommes très heureux de Bonjour. vous avoir avec nous aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Cyberpop. Pour débuter, du coup, on va se poser la question de qu'est-ce qu'une compétition de hacking et pourquoi est-ce que c'est intéressant en cybersécurité. Déjà, pour démystifier le hacker, encore trop souvent considéré comme le méchant en cybersécurité, alors qu'il s'agit en fait d'un expert capable de découvrir des failles de sécurité, de les anticiper, et bien souvent, ils sont indispensables avant la commercialisation d'un logiciel ou d'un produit informatique. Louise, peux-tu nous parler du coup de la compétition de hacking? De quoi s'agit-il et pourquoi est-ce que c'est un exercice intéressant dans l'objectif de formation ou sensibilisation à la cybersécurité? Si tu devais le pitcher pour que les auditeurs aient envie d'essayer, que dirais-tu? Alors, pour démystifier la compétition de hacking, donc déjà on appelle ça un capture the flag, donc ce qui pourrait se traduire par capturer le drapeau. Et donc il s'agit de trouver des failles ou de résoudre des challenges pour gagner donc cette compétition. C'est quelque chose qui va permettre aux hackers, donc finalement aux chercheurs de failles, de monter en compétences. Et il y a un aspect aussi ludique en fait de jeu qui va permettre de prendre du plaisir déjà à participer à la compétition, mais aussi tout ce qui y est associé, donc c'est-à-dire la renommée, les cadeaux, tout ce qui en fait fait partie, on va dire, de l'univers des compétitions. Le Capture the Flag, donc en fait, c'est un type de compétition qui existe dans le monde entier. On a des compétitions en France, mais en Europe, en Asie, depuis, on va dire, beaucoup d'années maintenant. Et c'est quelque chose d'assez incontournable dans la montée en compétences. C'est-à-dire que, bon, en ce moment, avec la situation du Covid, on est sur des compétitions virtuelles uniquement. Mais en temps normal, ce sont des rassemblements, du coup, d'experts en cybersécurité qui peuvent échanger sur les nouvelles techniques de hacking, les nouveaux types de failles. Donc c'est quelque chose qui va être essentiel finalement pour une mise à jour du savoir d'expertise en cybersécurité. L'avantage des compétitions de cybersécurité et donc des CDF, donc des Capture the Flag. Après, nous, dans notre contexte du KYBC, donc du Know Your Bot Challenge que l'on a organisé avec le CEF6, Kaspersky et Yogosha, l'enjeu était pour nous d'attirer plus de femmes dans ces compétitions puisque aujourd'hui, donc il y a généralement peu de femmes qui travaillent dans la cybersécurité, mais un des métiers, puisqu'il y en a vraiment beaucoup dans la cybersécurité, là où elles sont le moins présentes, ce sont justement ces métiers-là de chercheurs de failles, donc qui pourraient se traduire sur un intitulé de poste comme donc pentester, la version on va dire anglaise, mais qui est usuellement utilisée en France, ou ceux qui pratiquent le test d'intrusion. Donc on va globalement les appeler experts en cybersécurité, mais ce qu'ils vont faire, c'est du test d'intrusion. Merci Louise. Donc, comme tu l'as dit à juste titre, donc, on a eu cet événement co-organisé avec le CEF6, Yogosha et Kaspersky qui s'est déroulé en mars 2021. L'idée, c'était, si je ne me trompe pas, comme tu l'as précisé, c'était de réussir les objectifs à inciter des femmes à y participer, notamment pour montrer qu'il n'y avait pas vraiment de prérequis genrés pour réussir des missions lors de CTF. Est-ce que je peux revenir juste là-dessus avec un petit peu plus de détails sur le KYBC Oui. et comment l'idée est-elle venue un peu sur la jeunesse du projet et comment est-ce que ça s'est passé globalement? Donc c'était vraiment une volonté commune d'organiser cette compétition. Il y avait un constat que moi je faisais puisque à l'époque je travaillais pour une plateforme de bug bounty, YesReact, et donc je sillonnais les CTF en Europe pour recruter des hackers et je me rendais compte qu'il n'y avait pratiquement aucune femme dans ces compétitions-là, ou alors vraiment très peu. Donc c'est un constat que j'avais partagé avec le CEF6. Le CEF6 s'était penché sur la question et dans nos rangs, effectivement, on a beaucoup de femmes sur plusieurs métiers de la cybersécurité, mais sur cette partie-là très spécifique de tests d'intrusion, nous en avons très peu. Donc c'est quelque chose qui après a été porté au niveau de l'association. Et puis ensuite, c'est en fait une affaire de rencontre et de volonté commune avec vraiment Yogosha qui voulait s'engager pour avoir plus de femmes au sein de leur plateforme de bug bounty et donc pour en avoir plus et des plus de femmes dans le CTF. Et puis Kaspersky qui du coup a très vite voulu s'associer au projet, qui a vraiment été force de proposition et qui du coup est devenu un partenaire à part entière au cours de l'organisation de la compétition.
Donc c'était vraiment une synergie entre finalement plusieurs acteurs qui avaient différentes visions et différents intérêts, j'ai envie de dire, sur cette question-là, qui en fait avaient un intérêt pour le coup commun, c'est de voir plus de femmes rejoindre ces métiers-là spécifiques de la cybersécurité et du coup s'entraîner au sein de CTF. Merci, Louise. Oui, rapidement pour revenir en effet sur l'investissement notamment de Kaspersky sur ce projet, c'est vrai que le constat qu'on peut faire aussi en tant qu'entreprise experte en cybersécurité, c'est que de manière générale, il est vrai qu'il manque des femmes dans ce secteur-là, mais il manque aussi des compétences et on souffre aujourd'hui d'un manque de connaissances, disons, des différents pans de la cybersécurité et donc du coup s'associer à ce projet qui avait pour but à la fois d'attirer plus de femmes et à la fois du coup de former et de développer les compétences en cybersécurité, c'est quelque chose qui nous paraissait évident et du coup on s'est associé avec plaisir à Yogosha et au CEF6 pour ce beau projet. Et justement, pardon Louise, tu voulais peut-être rebondir ? Oui, rebondir sur la question initiale sur le fait qu'il n'y avait pas de compétences genrées par rapport au CTF et du coup le fait de vouloir finalement attirer les femmes vers ces compétitions-là. C'est vraiment quelque chose qu'on a développé tout en amont du projet. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une réflexion et des débats sur différents groupes de hackers de différentes nationalités. Et du coup, on s'est rendu compte vraiment d'un constat qui n'était pas forcément évident au départ quand on voit justement qu'il y a peu de femmes dans la cybersécurité et surtout donc, dans les CTF. C'est que vraiment, il y avait une bienveillance assez notable au niveau masculin. D'accueillir plus de femmes dans ces compétitions et dans ces professions. Et du coup, l'idée de faire une compétition mixte pour justement qu'il y ait un esprit d'entraide, de groupe et de mixité, c'est très vite imposé au sein des règles du jeu. C'est-à-dire qu'on avait plusieurs façons de le faire et ça n'a pas du tout été un choix innocent, ça a été un choix vraiment éclairé de par toutes les discussions qu'on avait eues en amont, de faire quelque chose qui rassemble les hommes. Et parce que finalement, s'il y a peu de femmes dans la cyber, c'est vraiment une histoire d'éducation et de sensibilité sur l'attractivité de ces métiers-là, mais pas du tout le fait qu'on soit, par exemple, dans un milieu qui soit réfractaire aux femmes. Au contraire, c'est vraiment un milieu plutôt très bienveillant pour les femmes. Et du coup, l'idée, c'était vraiment de montrer aux femmes qu'elles avaient toute leur place dans les CTF et de leur donner l'occasion d'oser et d'essayer. Donc, c'est vraiment une question un peu d'éducation, entre guillemets, et vraiment un territoire qu'il faut, d'une certaine manière, s'approprier, de ce que je comprends. Exactement. Du coup, on a également la chance d'avoir Sarah avec nous, qui a participé et qui a même fait partie du top 10 des gagnants de ce CTF. Félicitations encore. Oui, merci. Félicitations encore, Sarah. Est-ce que tu peux revenir un peu sur ton expérience concernant cet événement, ce que tu en as pensé en tant que candidate, s'il y a des enseignements particuliers, précis que tu souhaiterais partager avec nous? Oui, alors donc déjà, ce que j'aimerais dire avant de parler directement du CTF en lui-même, c'est de dire pourquoi moi j'ai fait du hacking. En fait, il faut bien voir que moi, mon métier, c'est pas pentesteuse. Je suis pas du tout pentesteuse à la base. Et en dehors du fait que c'est un domaine qui est non seulement qui peut attirer les femmes, il peut attirer n'importe qui, quel que soit son moment de carrière. C'est-à-dire que c'est pas un domaine qu'on doit s'interdire de faire parce qu'on est trop vieux, qu'on a passé l'âge, etc. Ça, c'est un message qui est très important. Donc, en fait, moi, je travaille dans un centre qui s'appelle le CATOD. Je suis militaire, j'interviens au préfet des ministères des Armées. Et le CATOD, en fait, a pour rôle de faire la préparation capacitaire et de l'emploi des systèmes d'armes et de force. Donc, concrètement, on cherche à préparer nos futures défenses et c'est pour ça qu'on s'intéresse, entre autres, aux futures menaces. Alors, évidemment, parmi les menaces qui vont intéresser le ministère des Armées, il y a la menace cyber. Mais en fait, justement, je me suis aperçue que pour comprendre la menace cyber, il fallait se mettre dans la peau de l'attaquant. Et pour se mettre dans la peau de l'attaquant, il faut faire du hacking. Et c'est comme ça que je me suis mise à faire du hacking. C'est comme ça que je me suis entraînée dans des plateformes d'apprentissage comme Rootme, comme disait Louise. Et j'ai même monté un club de hacking sur mon lieu de travail pour qu'on se réunisse ensemble tous les mercredis pour partager notre connaissance dans le domaine cyber. Et j'ai commencé à faire des CTF, non pas en individuel, mais en groupe, avec mes camarades hackers qui viennent de différents horizons. Et donc, pour revenir à ce CTF, c'était le premier que je faisais en individuel, puisqu'il y avait cette volonté en fait de mixité, de partage à 50%. En fait, ce CTF, il était déjà très dur par rapport à ce que j'ai pu faire, parce qu'effectivement,
j'ai mis quand même j'ai eu comment dire, un blanc pendant plusieurs heures. Merci, Sarah. Alors là aussi, je Ouais, peux rebondir si possible. Oui, oui, avec plaisir. En fait, c'est quelque chose à laquelle j'avais pas du tout pensé, mais du coup, c'est d'après ce que vient de dire Sarah, enfin, je trouve que c'est intéressant de le souligner, parce que finalement, ça fait un peu le pont sur l'alliance que je détaillais tout à l'heure par rapport à Yogosha, Cef6 et Kaspersky qui se disent, bon, on va faire une action, on va marquer un grand coup et faire en sorte que on attire plus de femmes au sein des CTF. Et donc, en fait, c'est l'idée que finalement, donc il y a le côté dont je parlais tout à l'heure de il faut plus de pentesters et d'experts en cybersécurité, mais vraiment sur le côté test d'intrusion et donc vraiment très technique sur des métiers là où il n'y a pratiquement pas de femmes. C'est une évidence et c'est à ça que servent les CTF en partie. Merci beaucoup Louise et merci beaucoup Sarah. C'est hyper intéressant comme retour parce que concrètement, on s'est posé la question à de nombreuses reprises justement au niveau de à la fois la formation continue, mais à la fois la formation, on va dire, initiale pour devenir expert en cybersécurité. Et soit on arrive sur un blanc dans le sens où il n'y en avait pas suffisamment, même si ça commence à évoluer, ou soit finalement on arrive sur des retours qui sont que c'est des études assez longues, assez parfois complexes et pas toujours très attractives depuis le départ. Et donc finalement d'avoir aussi ces possibilités d'exercices tels que les CTF qui peuvent intervenir comme ça, comme outil aussi de formation et d'acquisition de compétences, c'est hyper chouette et je pense que ça peut intéresser un certain nombre de personnes qui s'intéressent à ce secteur sans pour autant soit avoir envie d'en faire un métier, ou en tout cas pas tout de suite, ou soit, disons, vraiment savoir positionner ses compétences. Je peux rajouter quelque chose d'ailleurs par rapport au CEF6 sur ce sujet. On a donc du mentorat qui est mis en place au sein du CEF6 et du coup, deux des personnes que j'ai pu mentorer depuis que j'ai commencé à effectuer ce mentorat ont la volonté de devenir pentester et du coup, le meilleur conseil qu'elles aient reçu et qu'elles ont mis en pratique, c'était vraiment l'idée de participer à des CTF pour agrémenter leur CV. C'est-à-dire que la vieille école, c'est on fait une école et on est bon. Et en fait, de manière générale, chez les hackers ou les pentesters, enfin peu importe, on va en fait trouver que ce qui est très important, c'est leur classement sur le CTF, ce genre de choses. Donc on est vraiment sur une évolution même du type de reconnaissance de compétences. Et le CTF est vraiment important là-dessus. Et quand tu disais, Noémie, c'est quelque chose qui est ouvert même en reconversion, je veux donner l'exemple parce que vraiment, je trouve que c'est porteur d'espoir pour les personnes qui peuvent se dire c'est trop technique, je ne suis pas à la hauteur de devenir pentester et de faire des CTF du jour au lendemain. Donc, les deux personnes que j'ai mentorées, la première, elle était donc conseillère dans une agence de tourisme dans une ville. Elle n'avait strictement aucun background d'école d'ingénieur et pourtant elle est maintenant en alternance avec une entreprise pour devenir pentester et c'est très bien engagé. Elle est passionnée par ce qu'elle fait et elle est très heureuse. Et la deuxième personne, c'est un profil tout à fait différent d'un homme qui a 45 ans et qui est en reconversion d'un métier plutôt axé sur le commercial avec une petite partie IT et qui du coup lui aussi est voué à devenir pentester après une reconversion de 2 ans, cette fois-ci en école d'ingénieur. Donc vraiment pour montrer que les profils peuvent être totalement différents et venir de parcours très, très atypiques, mais que l'essentiel étant d'y prendre du plaisir. Et du coup, le CTF, c'est avant tout quelque chose de ludique, d'amusant. Et c'est une bonne porte d'entrée justement pour se dire c'est fait pour moi ou pas. Merci Louise. Tu m'offres la transition parfaite. Du coup, j'ai une question pour Sarah. Donc, est-ce que tu penses, Sarah, qu'il est nécessaire d'avoir déjà une formation en cybersécurité pour réussir ce type de challenge, toi en tant que participante? Alors, donc déjà, moi à la base, donc moi j'ai une formation d'ingénieur. Ma passion à la base, c'est l'informatique, le codage, le développement. Et en fait, cette passion m'a amené en fait à faire du hacking. Mais il faut bien voir que moi, il y a quelques années, quand j'ai passé mon diplôme d'ingénieur, ces spécialités n'existaient pas. Il n'y avait pas de master. Enfin, ça existait, mais en tout cas, moi, je n'y ai pas accès à ces masters en cybersécurité. Et pourtant, je suis là, j'ai participé à CTF, je me suis auto-formée. Donc voilà, donc moi, la cyber, le hacking, pour moi, c'est comme pour beaucoup de disciplines, c'est un domaine où il faut s'entraîner régulièrement. Et ça évolue tellement vite que ce qu'on a pu apprendre il y a quelques années devient non pas obsolète, mais quelque part. Donc en fait, c'est comme une discipline sportive, une discipline artistique, c'est un entraînement régulier dans le temps. C'est, comme on l'a dit, c'est extrêmement ludique.
on est très vite mordu par ce qu'on fait. On passe des nuits blanches à penser à comment résoudre tel ou tel truc. Enfin, donc c'est des énigmes à résoudre, cet aspect jeu est vraiment très attirant et c'est ce qui fait qu'on apprend en fait. Apprendre par le jeu, c'est extrêmement efficace. Moi, je citerai en fait une citation d'Aristote qui dit qu'il faut jouer pour devenir sérieux. Ben, le CTF, il y a cet aspect-là. Merci Sarah. J'ai une autre question pour Louis cette fois-ci, autour justement de la question du recrutement de ces hackers. Et l'une des questions que je me pose à ce sujet, c'est finalement quels sont les circuits un peu classiques pour identifier ce type de hacker? Est-ce qu'un peu, je vais utiliser une analogie un peu hasardeuse, mais est-ce qu'un peu comme dans le domaine du sport, il y a des recruteurs qui traversent le monde pour aller identifier des petites pépites sur tous les continents? Est-ce que c'est plutôt des candidatures spontanées? Comment ça se passe? Alors, c'est différent si l'on parle de plateforme de bug bounty ou si l'on parle d'un poste, par exemple, de pentester au sein d'une grande entreprise de conseil. Même si la finalité, ça va être la recherche de failles, le type de recrutement va être totalement différent. Parce que du coup, j'ai pu faire les deux. J'ai eu la chance vraiment de faire les deux dans ma carrière. Et du coup, premièrement, j'ai travaillé avec un grand groupe de consulting, là où on avait une division de pentesters. Et là où, pour le coup, ils étaient recrutés sur la seniorité, donc le fait qu'ils aient fait de nombreuses années déjà de recherche de failles pour différents clients. L'école d'ingénieurs aussi avait un impact. Et puis des fois, on prenait des profils, on va dire, un peu plus atypiques, mais qui du coup faisaient leurs preuves à l'entretien et lors des épreuves préalables. Donc ça, c'est, on va dire, un type de recrutement classique. Maintenant, sur le bug bounty, on est sur quelque chose de totalement différent. C'est-à-dire que là, déjà, ce sont les hackers en général qui vont s'inscrire sur la plateforme. Il y a peu de cas là où finalement on va vraiment aller les chercher. Et quand on va aller vraiment les chercher, on va dire que c'est parce que ce sont un peu des hackers superstars. C'est-à-dire qu'ils sont en haut du classement et du coup on a envie de les rencontrer pendant les événements. On cherche à justement voir ceux qui ont, on va dire, le meilleur score ou le meilleur Wall of Fame. Donc Wall of Fame, c'est en fait un tableau de chasse. C'est ça comme le mur de la gloire, mais oui, exactement, c'est le tableau de chasse avec les entreprises qu'ils ont réussi à justement pénétrer. Donc les failles qu'ils ont trouvées, et effectivement, plus il y a des non connus, plus on se doute que ça a été compliqué parce que c'est-à-dire qu'en fait, il y a tout un système de défense qui a été quand même percé. Donc c'est de plus en plus impressionnant. Et donc pour ça, il y a beaucoup de médiums qui vont être utilisés. Donc soit ça va être un profil sur la plateforme, soit ça va être un blog totalement voilà, à part, soit ça va être un compte Twitter, mais du coup l'idée c'est justement en fait le type de, enfin le nombre de points sur des classements ou sur des plateformes et on va dire ce tableau de chasse qui est plus ou moins impressionnant. Et du coup, sur ces hackers-là, qui du coup sont dans le top 10 en général des plateformes de bug bounty, c'est vrai que il va y avoir une démarche qui va être différente. C'est-à-dire que tant qu'on est dans l'apprentissage, dans des programmes de bug bounty publics, on va chasser et puis si on trouve des failles, on va être rémunéré. C'est le principe du bug bounty. Si on est, on va dire, quelqu'un de très doué, qu'on est dans le top 10, qu'on a un tableau de chasse impressionnant, à ce moment-là, on va obtenir le Graal pour les hackers donc, qui participent à des programmes de bug bounty, qui est d'être invité dans des programmes de bug bounty privés. Parce qu'aujourd'hui, on a des organismes très sensibles, donc ça va être tout ce qui va être soit étatique, soit plutôt bancaire, qui vont fonctionner pratiquement que sur du programme privé. Et donc là-dessus, ça va être des sélections sur mesure. On ne va pas recommander n'importe quel type de hacker, on va leur faire signer des clauses très contraignantes de confidentialité. Et donc du coup, évidemment, ce sont les programmes les mieux rémunérés. Donc aujourd'hui, tous les hackers rêvent d'être invités à des bug bounty, à des programmes de bug bounty privés. On mentionnait tout à l'heure justement qu'il y avait un certain nombre de hackers qui faisaient aussi ça sur leur temps libre, n'est-ce pas? Et donc là, j'imagine que le fameux Star System que tu mentionnes, à ce moment-là, c'est vraiment leur emploi à temps plein et du coup, ils gagnent leur vie uniquement en participant à des bug bounty privés. Oui, c'est ça, avec des sponsors, avec en général, ils chassent sur plusieurs plateformes. C'est assez rare qu'en fait, qu'ils soient associés à une seule plateforme, sauf quand c'est un travail à part entière. Donc, il y en a certains qui sont ambassadeurs, qui vont produire du contenu assez technique d'ailleurs
sur plusieurs plateformes. Donc ça, on a vu avec, plusieurs plateformes européennes font ça, ont des ambassadeurs attitrés. Donc c'est vraiment un fonctionnement qui est à part entière. Et en fait, les personnes qui font du bug bounty, on va dire la nuit, pour s'amuser alors qu'ils ont un travail, par exemple, de consultant le jour, ça existe, mais c'est notre système. C'est-à-dire que là, on est vraiment sur l'idée de, pour se faire plaisir de temps en temps, comme finalement plus proche de participer à un CTF. Mais c'est pas du coup un mode de recrutement, parce que ces personnes-là ne vont pas être sur des programmes de bug bounty privés. Il faudrait qu'elles participent avec beaucoup plus de bandes passantes pour pouvoir être invitées sur des programmes privés. Merci Louise. Sur les profils, j'ai également une autre question. Est-ce que tu penses que certains participants de CTF ont également une activité un peu du côté obscur de la force et qu'on peut les retrouver jouer un peu sur les deux tableaux? Alors oui, et on se rend compte souvent de ça dans les événements, parce qu'il y en a qui sont assez parano. Alors je ne dis pas que tous ceux qui ont, on va dire, une attention particulière à la vie privée sont forcément du mauvais côté de la force, parce que ce n'est vraiment pas le cas. On a des personnes qui sont vraiment justement très bien, mais qui accordent énormément d'importance à la vie privée. Mais il y en a qui sont, on va dire, qui ont une allure un peu paranoïaque pour, on va dire, les mauvaises raisons. Et c'est-à-dire qu'effectivement, il y a tout un pan, on va dire, criminel. Mais du coup, en général, ces personnes-là ne sont pas, on va dire, très actives sur les forums de CTF. Elles vont être beaucoup moins visibles. Elles vont y participer parce que pour elles, c'est aussi de la montée en compétences. Mais c'est pas vraiment le gros du panier. Globalement, encore une fois, la communauté cybersécurité, c'est vraiment en majorité des personnes qui œuvrent pour le bien commun, c'est-à-dire chercher des failles pour défendre un système au final. Là, on a parlé du bug bounty, qui du coup est la version, on va dire, privée de la recherche de failles, le fait d'être rémunéré pour trouver une faille, mais il ne faut pas oublier qu'à la base, on a quelque chose qui s'appelle CVD, donc c'est la remontée coordonnée de vulnérabilité, donc c'est CVD en anglais, enfin CVD, et qui en fait, à la base, avant le bug bounty, on avait donc des hackers qui gracieusement remontaient des vulnérabilités, justement pour pas que les systèmes soient attaqués par des méchants hackers. Donc c'était vraiment des gentils hackers qui faisaient ça, et c'est quelque chose d'ailleurs qui est assez peu encouragé. On a de plus en plus d'évolution aujourd'hui dans la loi, dans ce cadre-là, surtout au niveau européen, on est assez chanceux, mais il faut savoir que pendant très longtemps, et même dans certains pays, c'est encore le cas, de nombreux hackers qui veulent justement gracieusement protéger un système en relevant qu'il y a une faille, sont menacés par la justice, parce que du coup, pour trouver cette faille, ils se sont attaqués au système. Et du coup, même si la finalité est bonne, ils risquent gros au niveau de la justice. Et donc là, vraiment, je pense que tous les acteurs de la cybersécurité sont unanimes sur ça. On espère vraiment que la législation va évoluer dans le bon sens pour vraiment avoir une protection qui soit uniforme selon les pays, pour les hackers qui justement font ce travail-là de remontée de failles, qui est bénéfique à tous. Moi, ça m'amène à une autre question justement vis-à-vis de la prise de conscience malgré tout du risque cyber et par rapport à ce que Sarah racontait aussi par rapport à son métier. Donc Sarah, toi, tu estimerais là par rapport justement à tes collègues, à ton patron qui est le ministère des Armées, qu'il y a une prise de conscience croissante, disons, de à la fois la menace cyber mais aussi de l'enjeu, on va dire, de formation, de montée en compétences à l'échelle nationale? C'est vraiment comme toutes les institutions en fait gouvernementales, il y a vraiment une énorme impulsion. Nous, au niveau des institutions gouvernementales, on voit bien qu'il y a une pénurie de talents pour travailler dans le domaine, on en souffre tous. Et en termes de formation, je suis pas forcément la bonne personne pour parler de ça au sein du ministère des Armées, mais typiquement, on voit bien que les initiatives que moi j'ai mis en œuvre avec un club de hacking, tout ça c'est encouragé. Au contraire, on nous accorde du temps pour monter en compétences. Et très récemment, on a vu publier quelque chose qui m'a fait énormément plaisir. C'est un bug bounty qui est lancé sur les applications du ministère des Armées, qui est organisé avec Yogosha. Et il s'est ouvert à tous les agents du ministère des Armées, c'est-à-dire que n'importe qui peut s'inscrire. Et ça, vraiment, je trouve que c'est un tournant. Je me suis dit, bah voilà, ça c'est quand même une excellente initiative. On voit que les choses évoluent parce que on ose faire ce genre de choses sur des applications du ministère. Bah, c'est en tout cas une super nouvelle et ça nous amène même à une super conclusion parce que je pense qu'on a fait à peu près le tour justement de ce sujet autour du CTF. Merci à toutes les deux pour votre retour d'expérience, votre expertise et puis on voit aussi votre passion sur ce sujet. Donc je vous souhaite
une très bonne après-midi. Merci. Merci. Merci et à très vite pour un prochain épisode de Cyberpop.